Dans un monde dominé par les épées et la sorcellerie, notre héros se retrouve submergé par une montagne de paperasse. Frustré, il s'interroge sur la nécessité de gérer ses tâches administratives aussi lourdes que maladroites. Malgré tout, il s'active à écrire avec détermination, cherchant à surmonter cet obstacle inattendu. Le majordome se bat rappelle à notre héros que la plupart des habitants du manoir sont morts au combat. Malgré la gravité de la situation, le protagoniste demande de l'aide en soulignant qu'il est temps d'agir. Seba insiste alors que c'est la responsabilité du nouveau seigneur de prendre les choses en main. Le territoire frontalier, surnommé la « terre à abandonner » par les autres nobles, est un environnement rude et infesté de monstres. Les affrontements avec les pays voisins y sont fréquents, rendant la région particulièrement dangereuse. Les habitants doivent constamment se battre pour survivre face à ces menaces multiples. Upton réalise que sa famille, autrefois composée de vaillants guerriers, lui a transmis une éducation rigoureuse pour combattre monstres et ennemis dès son plus jeune âge. Pourtant, malgré cette préparation, tous les siens sont morts au combat il y a un mois, le laissant seul face à ses responsabilités. Upton, seul survivant de sa famille, se retrouve soudainement chargé d'hériter de ce territoire frontalier hostile. Malgré son rang de troisième fils, il doit désormais assumer cette lourde responsabilité. Frustré, il exprime son désir de mener une vie d'aventurier plutôt que de gérer ces terres périlleuses. Upton apprend qu'il a encore un devoir à accomplir. Le territoire qu'il doit gérer regorge de ressources naturelles et de matériaux issus des monstres, attirant de nombreux aventuriers et commerçants. Pourtant, malgré ses richesses, la région reste vulnérable. Les champs sont régulièrement brûlés par les nations ennemies et les monstres ravagent les montagnes, empêchant toute autosuffisance. Upton réalise que, dans cette situation, il dépend entièrement du soutien des autres nobles. En tant qu'héritier du territoire, il doit donc fréquenter l'académie de la capitale royale. Là-bas, il devra se rapprocher des autres nobles et solliciter leur appui pour protéger ses terres. Malgré ses doutes, il se demande s'il en sera vraiment capable. Upton refuse catégoriquement de s'inscrire à l'académie, arguant que sa famille est spécialisée dans l'entraînement, mais son interlocuteur lui rappelle que ce n'est pas une option. Ce dernier annonce alors qu'il a quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui le concerne directement. Un message inattendu arrive, une demande en mariage a été adressée au protagoniste. Surpris, il trouve cela précipité, mais son interlocuteur lui rappelle que, en tant que noble, ce genre de situation est plutôt courant. Upton apprend que ses frères, bien qu'ayant eu des fiancés, n'ont jamais vraiment accepté cette terre et n'ont même pas assisté aux funérailles. Leur réaction à l'annonce de leur décès a été un soulagement évident. Frustré par cette situation, notre héros envisage sérieusement d'y mettre un terme, ce que son fidèle serviteur remarque immédiatement. Upton annonce qu'il va désormais vivre dans un dortoir loin de la capitale royale et ne gérer le territoire que pendant les longues vacances. Il prévoit d'être extrêmement occupé et demande à son serviteur de refuser la demande en mariage à sa place. Ce dernier réplique fermement que ce n'est pas possible. Upton apprend que cette fois, la demande en mariage vient de la famille ducale d'Oldwood, qui fournit à leur territoire des armes et de l'aide alimentaire. Surpris, il demande confirmation de leur rang noble, tandis que son serviteur explique que, bien qu'il soit comte, le mariage reste possible. Upton réalise soudain qu'il connaît ce monde, un souvenir de sa vie passée refait surface. Il se remémore l'instant où il a été frappé par un ORC, déclenchant la résurgence de ses souvenirs oubliés jusqu'à présent. Cette révélation le trouble, l'amenant à s'interroger sur l'oubli prolongé de ce passé. Upton réalise qu'il a été réincarné. Il se souvient avoir apprécié la culture d'un pays nommé Japon dans sa vie passée, même s'il ne se rappelle plus le nom exact du jeu. Il comprend que le monde dans lequel il vit maintenant est celui du jeu auquel il jouait autrefois, et que cet endroit lui est familier. Upton réalise qu'il vit dans le monde d'un jeu autonome, où il est un roturier fréquentant une académie remplie de nobles et tombe amoureux de plusieurs prétendants potentiels. Cependant, il note que l'histoire dévie rapidement, avec des batailles fréquentes qui transforment la capitale royale en véritable champ de bataille. Upton exprime son exaspération en voyant apparaître Alicia, la fille de la famille Oldwood, connue comme la méchante de l'histoire, fiancée au prince et destinée à devenir reine. Elle est reconnue pour son apparence impeccable et ses talents inégalés. Chaque fois qu'elle intervient, elle complique la situation. Alicia révèle son vrai visage. Malgré son apparence parfaite, sa personnalité est détestable. Elle méprise ouvertement le protagoniste, le traitant de roturier indigne. Chaque jour, elle revient avec son entourage pour le rabaisser, affichant un élitisme insupportable. Upton approfondit sa relation avec le prince, ce qui déclenche de nombreux actes de harcèlement de la part d'Alicia. La situation dégénère finalement en un duel pour la possession du prince. Alicia subit une défaite écrasante et se voit immédiatement retirer ses fiançailles sur le champ.
Alicia a assumé la responsabilité de ses actes et a été envoyée épouser un noble de la frontière. En s'approchant de la maison de ce noble, le protagoniste réalise avec stupéfaction qu'il s'agit en fait de la maison de sa propre famille. Ayrton s'effondre sur son lit, submergé par la pensée de son avenir. Le soleil se lève, mais son humeur reste sombre, rongé par l'idée de devoir vivre avec cette noble détestable. Il murmure à lui-même que ce serait la pire des situations. Ayrton subit quotidiennement les insultes et le harcèlement verbal d'Alicia, qui prend un malin plaisir à le tourmenter. Désemparé, il réalise qu'il devra désormais accompagner cette noble détestable à l'académie, ce qui ne fait qu'aggraver son désespoir. Une annonce l'informe de l'arrivée imminente d'Alicia, accentuant son angoisse. Ayrton s'interroge avec Seba sur la raison de la venue d'Alicia dans leur maison, évoquant son statut de dame élevée uniquement pour le prince héritier. Seba suggère que sa présence sert peut-être à se débarrasser d'un problème tout en donnant un exemple. Il rappelle aussi que le territoire brave est connu pour son taux de mortalité élevé, ce qui renforce l'inquiétude du jeune homme. Après la guerre, tous ceux qui ont survécu travaillent sans relâche pour soutenir la famille brave et assurer leur survie. Le jeune maître est rappelé à ses responsabilités et encouragé à faire sa part. Malgré son agacement, il reconnaît qu'il doit s'y conformer. Le carrosse arrive devant la demeure, tandis que le jeune maître et Seba observent en silence. L'atmosphère lourde de tension. Une femme élégante descend, escortée par un serviteur qui l'invite respectueusement à entrer. La femme élégante entre dans la maison avec une démarche assurée, son regard déterminé trahissant une résolution profonde. Un léger sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres, laissant entrevoir des intentions mystérieuses. Seba se présente avec courtoisie, tandis que le jeune maître réagit vivement à son arrivée. La femme au visage marqué par une brûlure confronte le jeune homme, remarquant sa réaction face à elle. Ce dernier, gêné, tente de désamorcer la tension en lui proposant de ne pas en parler si elle ne le souhaite pas. Le jeune maître tente de détendre l'atmosphère en expliquant avec un sourire que, dans le territoire des braves, ce genre de situation est assez courante. Son assurance semble surprendre la femme au visage marqué, dont le regard s'intensifie, trahissant une émotion profonde. Le jeune maître explique calmement que soldats et aventuriers portent souvent des cicatrices, signe de leur combat. Il suppose que la brûlure d'Alicia provient probablement d'un duel. Bien que ce soit une blessure particulièrement importante, la femme au visage marqué reste silencieuse, visiblement touchée par ces paroles. Le regard des autres élèves trahit leur jugement cruel envers Alicia, dont le visage marqué est perçu comme une honte. Isolée, elle porte le poids de ce rejet silencieux. Un domestique salue poliment Alicia avant de partir, tandis qu'un jeune homme s'étonne qu'elle n'ait même pas de servante, malgré son rang de fille de duc. Le silence s'installe entre eux, lourd de non-dits. Le petit carrosse, avec un seul bagage, témoigne de la solitude d'Alicia, qui n'est accompagnée d'aucun domestique. Cette modeste escorte révèle clairement sa position sociale isolée. Son regard est vide, comme si elle avait renoncé à tout, rappelant celui d'une captive d'un pays ennemi. Le jeune homme, surpris, avoue que la réalité ne correspond pas à ses attentes. Un domestique invite alors Alicia à le suivre, rompant le silence pesant. Le jeune homme avoue qu'il s'attendait à ce qu'Alicia se comporte de manière arrogante, mais la réalité le surprend. Il lui propose alors de la conduire à sa chambre avec un sourire chaleureux. Juste avant de partir, elle lui demande de patienter un instant, marquant un léger moment de tension. Le jeune homme remarque une tache de poussière sur Alicia, qui s'interroge doucement. Elle s'excuse en expliquant que sa tenue est ancienne. Il la rassure avec un sourire, affirmant que la poussière ne pose aucun problème ici. Leur échange léger contraste avec l'atmosphère lourde qui les entoure. Ces insectes démoniaques, nés d'une rancune devenue malédiction, condamnent ceux qu'ils possèdent à une vie misérable. Environ une centaine d'entre eux s'accrochent à Alicia, reflétant la haine qu'elle a subie. Ayrton réalise alors l'ampleur de l'hostilité qui l'entoure, tandis qu'un autre personnage commente avec un sourire amer qu'elle a été très détestée. Si une personne ordinaire était possédée par autant d'insectes démoniaques, elle perdrait la raison. Pourtant, elle reste calme sans tomber malade. En tant que princesse, elle a été élevée pour devenir reine, ce qui pousse le protagoniste à remettre en question ses pensées. Une noble instruite pourrait-elle vraiment provoquer un scandale en défiant un roturier à un duel? Dans ce monde façonné comme un jeu autonome, un antagoniste est indispensable pour rendre l'histoire plus dramatique, ce qui déforme parfois la véritable nature d'Alicia. Ayrton prend conscience du destin qu'elle doit affronter dans ce monde, tout en reconnaissant qu'ils sont tous deux ballottés par le sort. Malgré l'annulation de ses fiançailles, Alicia nourrit toujours une haine profonde. Elle conclut un pacte avec un démon et se transforme en monstre, entraînant la destruction totale du brave territoire, ravagé par la guerre dans toutes les versions de l'histoire. Ayrton réalise avec inquiétude qu'à un moment donné, Alicia finira par le toucher.
alors qu'il se sent exclu de ce jeu cruel. Ayrton se sent impuissant face à la destruction inévitable de son territoire, conscient que lui et Alicia sont tous deux victimes du destin. Malgré ce constat, il décide de ne pas se résigner et s'engage à aider Alicia à se relever et à changer son avenir, une nouvelle détermination naît en lui, prêt à soutenir celle qu'il considère comme une âme tourmentée. Ayrton souhaite qu'Alicia puisse garder un regard optimiste, même si leur destin semble scellé, il se promet de la protéger coûte que coûte, prêt à éliminer toute menace qui se dresserait sur leur chemin. Ensemble, ils affrontent l'incertitude, unis malgré les dangers. Alicia exprime soudainement son désir profond de résister à ce monde qui semble les oppresser. Cette déclaration révèle une force intérieure insoupçonnée, malgré les épreuves qu'elle traverse. Ayrton perçoit une nouvelle lueur d'espoir en elle. Ayrton affiche un sourire sincère, tentant de minimiser ses inquiétudes. Malgré ses doutes, il se convainc de faire de son mieux pour avancer. Alicia l'observe, intriguée par cette nouvelle attitude pleine de détermination. Un sourire sincère éclaire soudain le visage du protagoniste, un geste rare qui semble troubler Alicia. Elle le regarde avec une expression mêlée de surprise et de réflexion, comme si ce moment lui rappelait quelque chose d'oublié. Une question silencieuse traverse son esprit. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas vu un sourire aussi léger et sincère? Tant que personne ne le remarque, une étrange présence commence à germer dans le cœur de la jeune fille au passé trouble. Cette révélation laisse présager un tournant inattendu dans leur destin. Un silence lourd entoure la jeune fille, dont le regard profond trahit une lutte intérieure intense. Elle murmure ses intentions, affirmant son désir de résister à ce monde qui l'entoure. Cette déclaration marque un tournant dans sa détermination, malgré l'incompréhension qui semble flotter autour d'elle. Ayrton propose de revoir la situation sous un autre angle, cherchant une nouvelle perspective. De son côté, la jeune fille s'interroge, intriguée par la mention d'un Wookie de plus de 2 mètres, une idée qui semble la surprendre. Une réflexion s'installe, ouvrant la porte à une analyse plus approfondie. Au cœur du chaos de l'entraînement en donjon, une silhouette manipule les événements dans l'ombre. Ayrton, visiblement épuisé et couvert de poussière, tous en essayant de reprendre son souffle. Malgré la saleté omniprésente, il reste concentré, déterminé à avancer coûte que coûte. Ayrton, à bout de souffle, appelle Patricia avec hésitation. Cette dernière, d'un air méprisant, le toise et le traite de pathétique. Elle lui demande alors directement s'il a réussi à récupérer l'artefact sacré, affichant une détermination froide et implacable. Ayrton s'excuse timidement, avouant son échec, ce qui provoque la colère de Patricia. Elle le frappe violemment en l'insultant d'idiot et le traite de pire des incapables. Malgré sa possession démoniaque, épuisé et à terre, il tente de s'expliquer tandis qu'elle le domine, exigeant des réponses. Ayrton explique qu'il a été interrompu par Rania Brave, un ennemi redoutable. Patricia, méprisante, qualifie Rania de noble insignifiant et prédit qu'il disparaîtra naturellement au fil de l'histoire. Elle le considère comme un simple roturier de la frontière, indigne d'attention. Elle réalise que son plan pour faire d'Alicia la méchante a échoué à cause du protagoniste. Patricia déplore que même les anciens partisans, malgré le chantage exercé sur leur famille, soient inutiles. Elle conclut que la voie d'Édouard est désormais impraticable, tandis qu'on s'inquiète de sa blessure et insiste pour la soigner. D'un ton autoritaire, elle ordonne au protagoniste de se déshabiller sans discuter. Dans le silence feutré d'un salon luxueux, elle s'approche de lui, inquiète, et lui demande où il s'est blessé. Ayrton montre enfin sa blessure, révélant une marque étrange sur son cou. Patricia, attentive, lui demande où il a été touché. En parallèle, une réflexion s'impose. La victime, un autre réincarné comme lui, a perdu la tête d'un seul coup, un acte difficile à comprendre. Malgré tout, si ces circonstances étaient semblables, sa fin était inévitable, surtout après avoir utilisé l'autodestruction sur tout son corps. Patricia félicite chaleureusement le protagoniste pour sa victoire éclatante, posant une main réconfortante sur sa tête. Touché, il la remercie timidement en baissant les yeux. Leur échange tendre est interrompu par l'apparition d'une autre personne, Jolasie, qui capte immédiatement leur attention. Patricia serre tendrement le protagoniste dans ses bras, le taquinant doucement sur son côté pleurnichard. Elle lui révèle qu'il porte un démon en lui depuis sa naissance, un être rare comme elle-même. Ému, il murmure son nom, touché par cette confidence. Il lui propose avec douceur d'accepter temporairement son rôle de grande sœur. Ému, il la serre fort, l'appelant ainsi avec hésitation. Dans ses bras, il avoue son incapacité à vaincre cet adversaire redoutable, tandis qu'elle le regarde avec sérieux. Jolasie s'adresse à une jeune fille avec un ton à la fois dur et nostalgique, la qualifiant de pleurnicharde et lui demandant ce qu'elle veut vraiment. La jeune fille, surprise et troublée, semble hésiter à répondre, perdue dans ses pensées.
Jolasi avoue avec une détermination troublante qu'il veut Alicia, même si cela signifie la détruire, son regard devient sombre, révélant une obsession dangereuse, il veut la garder à jamais à ses côtés, peu importe le prix à payer. Il lui explique que pour récupérer Alicia, il devra d'abord éliminer celui qui la protège, car elle lui appartient pour l'instant. Avec douceur, elle l'encourage à croire en lui, affirmant qu'il est spécial et capable de continuer à avancer. Elle lui promet alors, avec une tendresse sincère, qu'elle restera toujours à ses côtés en tant que grande sœur. Dans un geste à la fois tendre et déterminé, elle l'embrasse avec passion, scellant leur lien d'une promesse silencieuse. Ce baiser intense révèle toute la complexité de leurs sentiments mêlés d'espoir et d'obsession. Leur proximité exprime une intimité profonde, où chaque souffle semble chargé de décisions irrévocables. Ayrton, déterminé, promet de faire de son mieux et d'emporter la victoire la prochaine fois. Une aura magique commence à l'entourer, révélant un pouvoir latent qui le surprend lui-même. La jeune fille, silencieuse, observe attentivement avant de lui murmurer que, d'une certaine manière, il a déjà gagné, semant le doute et l'espoir dans son esprit. La jeune fille taquine le protagoniste en lui rappelant avec malice qu'il a été embrassé par une fille mignonne, ce qui, selon elle, compte comme une victoire. Hésitant, il demande si cela peut vraiment être considéré comme un succès, mais elle affirme avec assurance que oui. En quittant les lieux, elle évoque avec ironie les élèves de l'école, insistant sur le fait qu'ils valorisent ce genre d'expérience, invitant le héros à retourner parmi eux pour s'en rendre compte par lui-même. Ayrton, Rania Velbrave, est soudainement interpellé par une jeune fille qui, du haut d'une fenêtre, le met en garde avec détermination. Elle lui demande quel est son objectif dans cette situation et sur cette scène, avant de le prévenir qu'elle ne fera preuve d'aucune pitié s'il se met en travers de son chemin. Le regard déterminé, elle affirme qu'elle gravera sa volonté dans le destin. Dans ce monde même, sa réponse est claire, la destruction est la voie qu'elle a choisie. Une conversation secrète entre jeunes filles s'engage, centrée sur les détails d'un rendez-vous. L'une d'elles, un peu gênée, essaie de minimiser l'importance de la sortie nocturne, tandis que l'autre insiste sur le fait qu'elles ont marché ensemble en ville cette nuit-là. Ayrton réalise qu'il a manqué son moment pour intervenir et se demande s'il s'agit vraiment d'un rendez-vous. Les deux jeunes filles racontent leur promenade nocturne, évoquant leur découverte commune de la nourriture de rue en s'arrêtant devant des brochettes grillées. Une des filles, surprise, s'étonne que Rania ait aussi participé à cette sortie avec Alicia. Ayrton est décrit comme quelqu'un de réservé et peu expérimenté avec le monde extérieur, incapable jusqu'à récemment de prendre un train. On souligne son incompétence totale en dehors du combat, ce qui le rend mystérieux aux yeux des autres. Une jeune fille confie qu'elle avait la même impression au départ, mais laisse entendre qu'il y a plus à découvrir à son sujet. La jeune fille avoue que, pour l'instant, il est plutôt mignon, ce qui surprend nettement le protagoniste. Elle raconte ensuite comment Alicia a pris l'initiative de lui tenir la main et de lui faire visiter la capitale, ce qui semble inhabituel. Une autre remarque souligne l'étonnement face à ce rôle inversé où Alicia joue l'accompagnatrice. Ayrton est surpris d'apprendre que le plan de sortie de Rania se décide au lancer de dés, au point que la capitale royale pourrait bien se transformer en un véritable brasier. Un souvenir de leur premier rendez-vous montre Rania expliquant les traces de brûlure laissées par le souffle d'un dragon, résultat d'une maladresse. Alicia, interrogée sur son rôle, affirme que cela lui convient parfaitement, malgré la question de savoir si elle ne préférerait pas que Rania prenne un peu plus l'initiative. Alicia explique qu'elle veut être à égalité avec lui, ce qui motive son attitude. Une camarade remarque que la pause déjeuner touche à sa fin et propose de retourner en classe. Ayrton, visiblement touché, remercie pour le repas en pensant à quel point Alicia est adorable, ce qui explique l'adoration de Rania. Cette page présente plusieurs illustrations exclusives en édition limitée, mettant en scène le protagoniste et Alicia dans divers décors et tenues. Chaque image semble exprimer une ambiance différente, soulignant la complicité et la douceur entre les deux personnages. Ces bonus offrent un aperçu charmant et varié de leur relation. Ayrton apporte une tasse de boisson à Alicia, qui est absorbée par la lecture d'un livre. Leur échange se fait dans une ambiance calme et lumineuse, renforçant la douceur de leur complicité. Ayrton apparaît ici dans une tenue estivale élégante, portant un chapeau et tenant un bouquet de lavande. Assise sur une chaise ornée d'un petit ours en peluche, elle dégage une aura douce et sereine. Ce moment respire la tranquillité et la délicatesse, renforçant l'atmosphère apaisante qui entoure leur relation. Vêtue d'un kimono élégant aux teintes douces, elle semble concentrée en lisant un message. Une légère goutte de sueur trahit une certaine nervosité ou surprise, ajoutant une touche d'émotion à ce moment calme. L'atmosphère reste délicate, soulignant sa grâce naturelle. La jeune femme, vêtue d'une tenue décontractée blanche ceinturée d'un ruban bleu, adresse un regard à la fois doux et déterminé.
son expression légèrement rougie laisse transparaître une émotion sincère, l'arrière-plan rose et parsemé d'étoiles souligne la chaleur et la gratitude qu'elle souhaite transmettre. Tout a commencé avec cette semaine chaotique d'entraînement en donjon, comme si de rien n'était, ils avaient déjà entamé leur prochaine session pratique, mais une question surprenante se pose, pourquoi y a-t-il même une piscine ici? Et pourquoi ils se retrouvent dans un univers typique d'Autumn Game, où une scène en maillot de bain surgit de nulle part, notre héroïne, entourée de deux jeunes hommes en tenue de bain, semble à la fois surprise et un peu mal à l'aise, l'ambiance est à la fois légère et un peu décalée, fidèle au cliché du genre. Patricia avoue timidement qu'elle n'est pas à l'aise avec la natation, trouvant l'eau intimidante, deux jeunes hommes se proposent aussitôt de l'aider, l'un d'eux la rassurant en restant à ses côtés. Pendant ce temps, un autre personnage observe la scène avec une pointe de jalousie, réalisant que cette sortie en piscine est censée être une récompense après un combat, mais cela ne le réjouit pas du tout. Ariana, en maillot de bain, avoue qu'elle ne compte pas nager tout de suite, malgré la piscine juste à côté, un des garçons l'encourage doucement à se lancer plus tard, tandis qu'un autre personnage lance une plaisanterie enjouée, surnommant quelqu'un « princesse du fond de la bouteille ». Notre héroïne, souriante et détendue, propose de prendre le thé au bord de la piscine, évoquant la magie d'une journée parfaite. Ayrton, un peu surpris, hésite avant de lui demander si ce n'est pas elle qu'on appelait depuis l'autre côté. Elle répond avec douceur que seule Alicia et Ragnarsson l'appellent ainsi, laissant planer un léger doute. Ariana est une roturière qui n'a jamais vraiment suscité de haine, peut-être parce qu'elle connaît sa place sociale et agit toujours avec tact, elle pourrait même avoir quelques admirateurs secrets. Pendant ce temps, notre héros et une autre fille en maillot se demandent où se trouve Alicia. Ayrton s'inquiète pour Alicia, se demandant si elle va bien, celle-ci, avec un sourire rassurant, lui répond qu'il s'inquiète trop et le remercie doucement. Pendant ce temps, une autre fille en maillot, concentrée sur un sort, se sent apaisée et confiante, convaincue qu'Alicia saura surmonter les difficultés. Alors qu'elle s'entraîne à maîtriser la magie de l'élément auprès de la piscine, la jeune fille surprend le héros en lui éclaboussant accidentellement le visage, il lui rappelle que c'est dangereux et qu'elle devrait rester éloignée de l'eau, visiblement agacée, il pense à quelqu'un qu'il déteste, tandis qu'elle cherche ses lunettes disparues. Ayrton, marqué par de nombreuses cicatrices, se sent isolé et craint d'être maudit s'il s'approche trop des autres, il doute de pouvoir se faire des amis un jour, se demandant s'il existe quelqu'un capable de comprendre sa manière de communiquer, à travers la force. Une voix extérieure lui rappelle qu'il traverse lui aussi des épreuves difficiles. Ayrton s'approche de la jeune fille, visiblement tendue, tandis qu'elle reste silencieuse et distante. Soudain, il saisit fermement son bras, provoquant chez elle une réaction de surprise et d'incompréhension. Malgré tout, il esquisse un léger sourire, cherchant à briser la glace. Surpris, le protagoniste reconnaît soudainement le jeune homme nommé Jolasi, ce dernier l'invite calmement à s'asseoir, tirant doucement sur son short pour le guider. Autour d'eux, l'ambiance animée de la piscine contraste avec ce moment de tension. Ayrton réalise qu'il engage sa toute première conversation avec une cible qu'il souhaite approcher, mais il peine à comprendre ce que pense réellement la jeune fille. Il lui demande alors timidement pourquoi elle a commencé à lui parler et si c'est acceptable de ne pas rejoindre le groupe au bord de la piscine. La jeune fille, surprise, reste silencieuse un instant, réfléchissant à sa réponse. Elle avoue qu'elle n'est pas à l'aise avec l'eau, hésitant à exprimer ses sentiments. Ayrton, intrigué, lui fait un compliment inattendu sur son physique impressionnant. Cette remarque crée un moment de surprise et de silence entre eux. Ayrton demande d'où vient la blessure visible sur son corps, apprenant qu'elle provient du territoire de Frepp. Malgré la douleur, il se dit qu'il aurait pu la cacher, mais préfère qu'Alicia ne dissimule pas ses blessures. Cette pensée révèle son acceptation et son soutien envers elle, renforçant leur lien naissant. Ils échangent sur leurs difficultés respectives, elle évoquant son éducation stricte qui a forgé sa force, tandis qu'il reconnaît qu'ils ont tous deux leur combat personnel. Un silence complice s'installe, renforçant leur compréhension mutuelle. Ayrton se sent mal à l'aise face à la situation, conscient de la gêne qu'elle crée. Alicia propose de changer de place, mais il insiste en rappelant qu'il était là en premier. Un échange silencieux s'installe, marqué par un regard intense de la jeune femme. Ayrton est surpris par une série de questions soudaines sur l'affection et le contact physique, auxquelles il répond avec hésitation. Alicia remarque qu'il ignore complètement le cours naturel de leur conversation, comme s'il passait outre tout ce qui précède. Cette interruption inattendue laisse présager une révélation importante. Jolasi, habituellement distant, entre dans une phase émotionnelle inhabituelle après avoir accumulé 18 flags. Il commence à montrer un intérêt marqué pour le protagoniste, multipliant les questions, ce qui déroute ce dernier qui ne comprend pas ce qui lui arrive.
Ayrton est pris de court par la curiosité soudaine de Jolasie, ce qui déclenche une montée de tension palpable. Alicia, consciente du danger, craint qu'il ne soit sur le point de l'embrasser. Face à cette situation, notre héros décide de réagir avec un coup de poing pour repousser cette avancée inattendue. Ayrton, surpris, demande brusquement ce que Jolasie apprécie chez Alicia, brisant le silence. Jolasie, assis et visiblement troublé, répond d'un ton hésitant, tandis que le héros reste perplexe face à ce changement soudain. Une tension nouvelle s'installe entre eux, marquée par cette question inattendue. Jolasie, avec un sourire énigmatique, rappelle au protagoniste qu'il n'était pas censé être là pour l'instant. Cette remarque surprend notre héros, qui reste figé, cherchant à comprendre ce que cela signifie. Jolasie affiche un sourire mystérieux, tandis que le protagoniste, surpris, cherche à saisir le sens de ses paroles. Le silence s'installe un instant, chargé d'une tension nouvelle. Notre héros, encore incertain, murmure finalement « Is that so ?», avec une goutte de sueur trahissant son malaise. Cela fait 5 jours qu'Alicia est à la maison des Braves. Elle se contente de manger les repas qu'on lui apporte et reste enfermée dans sa chambre, sans jamais s'emporter ni dire du mal de qui que ce soit. Quant au protagoniste, il semble prêt à agir, déterminé. Ayrton est visiblement agacé par une invasion incessante de démons bestioles qu'il tente d'exterminer. Il demande l'aide de Seba, qui remarque la difficulté à gérer cette situation. Face à l'ampleur du problème, il envisage de remonter à la source de ces créatures pour y mettre fin définitivement. Ayrton doute de ses capacités à gérer cette situation, se demandant quel est l'intérêt face à une famille brave experte en combat. Pourtant, il réalise que le vrai problème est le cœur d'Alicia, qui attire ces démons bestioles. Seba tente de le rassurer, tandis que notre héros s'interroge sur ce qu'est réellement un jeune normal. Ayrton a une idée pour renforcer leur lien, organiser un petit déjeuner ensemble, à l'image d'un tea party social qui se tient à l'académie. Il frappe à la porte en annonçant que le repas est prêt, espérant ainsi rapprocher Alicia et lui. Ayrton frappe à la porte enjouée, invitant Alicia à se lever pour partager le petit déjeuner ensemble. Alicia, un peu paniquée, le rassure en affirmant qu'elle est déjà réveillée et l'encourage à entrer avant que la porte ne cède sous ses coups. Installés à la table, ils échangent dans un silence un peu gêné, tandis que le calme matinal s'installe autour d'eux. Alicia s'inquiète du côté brusque du protagoniste en réparant la porte, craignant qu'elle ne cède sous ses coups. Lui, rassurant, assure qu'il est habitué à ce genre de réparation et l'invite à profiter du petit déjeuner qu'il a préparé. La jeune fille, un peu gênée, commence à goûter son café en silence, absorbée par ce moment calme. Alicia tousse en trouvant le café trop amer, avouant que c'est sa première fois à en boire, car chez elle, elle préfère le thé. Ayrton s'excuse de ne pas avoir pu préparer de sucre, expliquant que dans ce monde, il est trop cher pour qu'il puisse s'en permettre. Il propose alors d'ajouter un peu de sucre pour améliorer le goût. Elle savoure la douceur du café sucré, convaincue qu'elle peut le boire ainsi, malgré l'avertissement du protagoniste sur ses effets avant le coucher. Tous deux dégustent leur petit déjeuner dans un silence paisible, chacun absorbé par ce moment simple et chaleureux. La jeune fille, intriguée, demande ce que mange le protagoniste, qui lui répond qu'il s'agit de viande de monstre. Il explique que les garçons de la famille Brave sont élevés en mangeant ce type de viande, qui, bien que peu appétissante, devient une source précieuse de nourriture en temps de guerre. Elle s'inquiète alors, se demandant si ce n'est pas dangereux, tandis que lui insiste sur le fait qu'on s'y habitue dès le plus jeune âge. Il demande pourquoi il fait tout cela lui-même. Ayrton explique simplement qu'il manque de personnel, car la plupart des serviteurs sont récemment morts au combat. Elle acquiesce, comprenant la gravité de la situation. Dans la famille Brave, une défaite sans mort n'est pas considérée comme une perte. Ce qui l'honore le plus, c'est la capacité à survivre avec ténacité et à se relever. C'est pourquoi le protagoniste insiste sur cette valeur essentielle. Il lui explique avec douceur que dans leur famille, les cicatrices ne sont pas cachées, mais au contraire une source de fierté. Il la complimente en la qualifiant de personne remarquable, puis, avec un sourire, il admet qu'il porte lui aussi ses propres cicatrices. Ayrton sourit en expliquant que son geste vient de son habitude d'inspecter de près les blessures des soldats. Il invite ensuite la jeune femme à une promenade, soulignant la beauté naturelle du territoire malgré le chaos ambiant. Elle semble touchée, réalisant à quel point les conflits humains paraissent dérisoires face à la grandeur de la nature. Ayrton propose de partir en exploration, demandant à la jeune femme de lui faire découvrir les environs. Elle accepte avec enthousiasme, prête à lui montrer les merveilles de ce territoire. Le paysage s'ouvre alors sur une vue majestueuse des montagnes et de la forêt, symbole de la beauté naturelle qui les entoure. Soufflée, la jeune femme insiste sur le fait qu'elle avait bien accepté de partir, mais personne ne lui avait précisé que ce serait aussi profond dans les montagnes.
Ayrton lui tend la main pour l'aider à avancer dans ce paysage sauvage et isolé. Ayrton explique que les montagnes Udena, proches du territoire brave, regorgent de plantes rares et de minéraux introuvables dans la capitale royale. La jeune femme avoue avoir imaginé découvrir des spécialités locales en ville, mais il lui est rappelé qu'ici, il n'y a rien de tel. Ce lieu n'est pas une destination touristique, mais une simple colonie où seuls les aventuriers viennent chasser les monstres. Ayrton raconte que le seul divertissement ici est le jeu, et il évoque des paris macabres faits sur la mort de son père au combat, dont quelqu'un a tiré profit. Il s'excuse rapidement, estimant que ce n'est pas une histoire à partager avec une dame. La jeune femme assure que cela lui va, acceptant cette dure réalité comme normale dans cet endroit isolé. Ayrton remarque que, malgré ce territoire inconnu, elle fait des efforts pour s'adapter. Il décide de faire une petite pause. La jeune femme, émerveillée, goûte l'eau claire de la rivière et la trouve délicieuse. Ayrton explique que la chaîne de montagnes Udena bénéficie d'une altitude élevée et d'une faible évaporation, ce qui permet de profiter d'une eau naturelle d'une pureté rare. Il souligne que cette clarté est introuvable dans la capitale royale, malgré la dureté du territoire. Il confie à Alicia que mieux le connaître peut le rendre plus supportable. Ayrton partage une leçon précieuse, ennemis et alliés coexistent sur la même terre, et il faut toujours les comprendre profondément pour survivre. Il évoque un proverbe similaire venant d'un monde lointain, soulignant l'importance de cet enseignement transmis par la famille brave. Alicia écoute attentivement, consciente de la gravité de ses paroles. Ayrton observe le paysage rude et explique que dans cette terre, chacun décide pour soi-même selon sa propre compréhension, et que tous se battent pour défendre leur vision. Alicia, réfléchissant au visage des habitants qu'elle a croisés, réalise que cette région est bien différente des rumeurs qu'elle avait entendues. Elle commence à percevoir la réalité plus nuancée de ce territoire. Ayrton explique que dans ce territoire, les habitants ne rient pas, car chaque décision est prise après une profonde réflexion. Pourtant, il admet qu'il est permis de rire de certaines choses, surtout dans un endroit où la vie et la mort sont mises en jeu pour le divertissement. Il invite Alicia à laisser ses pensées derrière eux et à avancer, car leur destination est proche. Ayrton, avec un sourire, invite Alicia à rire malgré tout, lui demandant de lui montrer ce rire qu'elle refuse. En serrant doucement sa main, il lui confie qu'elle est vraiment une personne étrange. Au loin, le paysage se déploie sous un ciel éclatant, marquant la proximité de leur destination. Le regard d'Alicia s'élargit, captivée par l'étendue du paysage qui s'offre à elle. Une lueur d'émerveillement mêlée à une légère appréhension traverse ses traits, alors qu'elle réalise à quel point leur destination est proche. Le soleil éclatant inonde le paysage, révélant une vallée vaste et détaillée qui s'étend sous leurs yeux. La lumière traverse les arbres et les collines, illuminant le chemin qui les mène vers leur destination imminente. Une atmosphère à la fois paisible et pleine de promesses enveloppe ce panorama grandiose. Le regard d'Alicia reste figé, impressionné par le paysage, tandis que le protagoniste lui confie que cet endroit est son préféré. Il admet que la vue pourrait sembler ordinaire, mais il l'apprécie sincèrement, sentant qu'elle doit avoir faim après la marche. Il propose de faire une petite pause pour un encas. Ayrton rassure Alicia en lui disant qu'elle peut l'appeler sans utiliser de formules honorifiques, car lui-même n'y est pas habitué. Alicia, un peu gênée, admet que c'est un peu surprenant, mais finit par reconnaître que ce n'est qu'un détail mineur. Leur échange se fait plus intime, renforçant leur complicité naissante. Ayrton s'interroge profondément sur la nature des décisions difficiles, celles qui, malgré l'acceptation du résultat, laissent parfois place au regret. Il se demande si le temps peut vraiment apporter une solution ou si ce n'est qu'une réponse rassurante en apparence. Face à cette réflexion, il pose la question essentielle: que feriez-vous dans une telle situation? Ayrton réalise que choisir un camp signifie inévitablement perdre l'autre, et que ce qui est perdu ne peut être récupéré. Face à cette dure réalité, il s'interroge: que faire lorsqu'il ne reste plus rien? La jeune femme confie qu'elle a vécu toute sa vie pour un seul but, et que si elle le perd, il ne lui restera plus rien. Elle avoue avec amertume qu'en tant que duchesse, elle est déjà morte. C'est cette réalité qui l'a poussée à venir dans cette terre abandonnée. Ayrton lutte contre ses émotions, se demandant s'il est vraiment possible de les couper net. La jeune femme s'excuse pour sa remarque maladroite, tandis qu'un serviteur taquine le jeune maître sur sa maladresse, lui conseillant de simplement affronter les choses avec honnêteté. Face à Alicia, notre héros serre le poing, marqué par une détermination silencieuse. Ayrton, avec une détermination renouvelée, promet à Alicia qu'il la protégera désormais. Toujours, surpris, elle réagit avec un mélange d'incrédulité et d'émotion, tandis que le soleil se couche derrière eux, symbolisant un nouveau départ. Ayrton affirme avec assurance qu'Alicia, même si elle n'est plus la duchesse, appartient désormais à la famille brave, et il promet de la protéger coûte que coûte. Alicia,
surprise, remarque qu'il ne semble pas du tout habitué à ce genre de déclaration. Avec un sourire un peu gêné, il avoue avoir répété cette phrase, ce qui fait sourire Alicia malgré elle. Alicia, avec un sourire doux et sincère, avoue qu'elle n'a pas détesté cette déclaration simple et honnête. Elle reconnaît qu'elle a peut-être trop réfléchi et que, finalement, cette franchise lui parle vraiment. Ayrton, surpris, sent son cœur s'accélérer face à cette réaction inattendue. Ayrton serre la main d'Alicia en lui promettant de la protéger, même si revenir à l'académie signifie affronter malveillance et hostilité. Avec un sourire confiant, il assure qu'il sait gérer ce genre de situation. Alicia, touchée, lui offre un regard doux, tandis qu'un ami les interpelle joyeusement, admirant leur échange. Un immense dragon apparaît devant eux, imposant et majestueux, tandis qu'une voix puissante reconnaît la promesse faite par Rania Brave. Ayrton affiche un sourire confiant, conscient de l'importance de ce serment, tandis qu'Alicia et leurs compagnons observent la scène, surpris et attentifs. Ayrton présente fièrement Onyx, son dragon noir et ami fidèle. Alicia, submergée par le choc, s'effondre au sol, les larmes aux yeux, inquiet. Il réalise que cette première rencontre intense s'est terminée de manière inattendue et dramatique. Ayrton, souriant, se présente calmement tandis qu'Alicia l'interpelle avec énergie, marquant un rapprochement entre eux. Dans la pièce en désordre, il explique que son serment devant le dragon se voulait romantique, tandis que ses compagnons s'interrogent encore sur la nature impressionnante d'Onyx. Ayrton explique qu'Onyx est un dragon vivant au cœur des montagnes, dont la bénédiction a permis de faire disparaître les insectes démoniaques. Alicia, intriguée par son calme, lui demande pourquoi il reste si serein malgré tout. Un serviteur rappelle que le héros avait déjà affronté Onyx en duel, un combat qui s'était soldé par un match nul, ce qui explique la reconnaissance du dragon, même si le protagoniste avoue avoir frôlé la mort. Ayrton rassure Alicia, lui expliquant qu'il n'y a pas de mal à avoir paniqué dans un endroit aussi surprenant. Autour d'eux, l'équipe s'affaire aux paperasses, témoignant de leur adaptation progressive à cet environnement où plus rien ne les étonne. Alicia, encore un peu songeuse, observe la scène tandis que le héros se prépare à passer à la suite. Alicia, d'un geste assuré, demande à emprunter les documents, consciente que leur analyse prendra du temps même avec ses connaissances modernes. Le héros, un peu surpris, remarque l'étrangeté des flux financiers de la boutique. Sebas s'active, prêt à lui montrer les archives passées pour approfondir l'enquête. Le calme revient enfin alors que les documents sont presque tous triés. Alicia, concentrée, continue de manipuler les papiers avec rigueur, tandis que l'équipe observe le résultat de leur travail acharné. Un soupir de soulagement s'échappe, marquant une étape importante dans leur organisation. Le majordome complimente Alicia pour ses compétences, soulignant son talent reconnu. Le héros, pensif, remarque avec une pointe d'ironie le manque d'éducation de notre époque moderne. En observant Alicia sourire paisiblement, il réalise qu'en l'absence des parasites démoniaques, elle peut enfin apparaître comme une jeune fille ordinaire. Alicia annonce avec détermination qu'elle va aider au ménage du manoir après leur travail. Cette décision surprend vivement l'équipe, qui s'inquiète de la charge que cela représente pour elle. Malgré les protestations, elle reste résolue à s'impliquer davantage. Alicia affirme avec calme qu'elle est désormais une servante humaine de la famille Brave, désireuse de vivre des expériences qu'elle n'a jamais connues jusqu'à présent. Le majordome, impressionné, loue la gentillesse du jeune maître, qui se motive à son tour à donner le meilleur de lui-même. Malgré son apparente douceur, le héros remarque avec suspicion le comportement d'Alicia, se demandant si elle n'est pas vraiment un démon déguisé. Le héros remarque qu'un magasin d'armes vient d'ouvrir, tenu par des personnes venues de la capitale royale. Ces commerçants adoptent une stratégie visant à présenter leurs produits comme des trésors rares, une méthode typique de la noblesse. Le majordome souligne que leur véritable but est probablement de surveiller Alicia de près, et il demande au jeune maître quelle sera sa réaction face à cette situation. Le jeune maître décide de s'emparer de l'objet convoité. Malgré les risques, il se montre prudent en observant discrètement les environs. Le majordome l'avertit de la présence d'individus compétents dans le secteur, ce qui inquiète le protagoniste. Un aventurier raconte comment, irrité par l'arrogance des commerçants, il a tenté de dérober un objet précieux. Il avoue avoir été surpris quand son bras droit a été tranché sans qu'il ne voie le mouvement de l'épée. Ayrton, calme et sûr de lui, confirme qu'il n'y a aucun doute, ses adversaires sont redoutables, capables d'agir avec une rapidité mortelle. Le majordome explique que ce monde regorge essences magiques, et que ceux qui savent la manipuler librement sont appelés sorciers. Il précise que les plus touchés par la guerre sont ceux qui ont dû affronter les magiciens des pays ennemis. Le jeune maître comprend alors que leur cible est Alicia, et qu'il cherche clairement à l'éliminer. Ayrton fait irruption dans la pièce en brisant la porte d'un coup de pied, provoquant la surprise des trois hommes présents.
ceux-ci l'interrogent immédiatement sur son identité, reconnaissant soudainement Rania brave, calme, il leur retourne la question, leur rappelant qu'ils ont été les premiers à agir. Upton accuse ses adversaires de rôder autour de leur domaine et leur propose de ne pas être trop sévères s'ils expliquent leurs raisons, malgré leur hostilité, il reste calme et observe la situation avec assurance, il réalise que la tension monte, surtout en étant armé devant le jeune maître, et comprend que le conflit est inévitable. Les adversaires, armés et menaçants, nient avoir agressé le protagoniste et suggèrent de le faire taire s'ils ne sont pas pris en possession d'armes, sans se démonter, le jeune maître reste droit, prêt à affronter ses ennemis qui l'attaquent soudainement en criant à sa naïveté d'être venu seul. Sans hésiter, le jeune maître contre-attaque avec une puissance impressionnante, brisant la garde de son adversaire d'un coup précis, il enchaîne rapidement avec un coup de pied qui projette un autre ennemi au sol, démontrant sa maîtrise du combat malgré sa solitude. La détermination et la force du protagoniste prennent clairement le dessus dans cet affrontement. Le calme revient après le combat, les adversaires à terre gémissent de douleur, un homme encapuchonné, impressionné, applaudit la puissance et la jeunesse du protagoniste, reconnaissant sa force exceptionnelle à seulement 15 ans, le jeune maître, toujours vigilant, répond respectueusement à cette figure mystérieuse. L'homme encapuchonné s'adresse au jeune maître avec un sourire énigmatique, lui posant une question inattendue, Ayrton, surpris, demande des précisions, l'inconnu rit doucement, laissant planer un mystère autour de Miss Alicia. L'homme encapuchonné se délecte à l'idée que la prodige Alicia soit déjà sous l'emprise de son pouvoir, un sourire malicieux aux lèvres. Pendant ce temps, le protagoniste serre la garde de son épée, prêt à agir, une silhouette familière apparaît, et une voix reconnaît enfin sa présence, c'est toi. Upton attaque soudainement l'homme encapuchonné, le reconnaissant immédiatement, ce dernier, surpris, encaisse le coup avec difficulté, le jeune maître l'accuse d'avoir envoyé sans relâche des essaims d'insectes démoniaques, prêt à lui donner une leçon sur la véritable Alicia d'aujourd'hui. Upton révèle que la véritable Alicia est aimée de tous dans le domaine, accomplie dans son travail et vit librement, le sourire aux lèvres, soudain, il lance une attaque puissante, le menthe religieuse, contre l'homme encapuchonné, ce dernier, déconcerté, refuse de croire à cette version d'Alicia, son esprit vacillant. Upton révèle qu'il a exprimé ses sentiments à Alicia chaque jour, condamnant la malédiction qui la pousse à haïr son entourage, déterminé, il attaque avec force, jurant de ne pas laisser partir son adversaire, ce dernier, paniqué, réalise que ses attaques sont inefficaces contre lui. Upton frappe avec précision, ciblant d'abord le bras de l'homme encapuchonné, puis le réprimandant pour avoir envoyé tant d'insectes nuisibles, il le domine maintenant, lui offrant la vie en échange d'informations sur le véritable instigateur de cette attaque. L'homme encapuchonné révèle que la famille du duc est derrière cette attaque, ce qui inquiète le protagoniste, ce dernier, déterminé, brandit son épée et promet de punir celui qui a causé du tort à Alicia, tandis que son adversaire s'effondre, il le maudit à plusieurs reprises, mais le héros reste impassible, prêt à aller jusqu'au bout. Upton affiche un sourire déterminé, affirmant qu'il est déjà maudit, Seba arrive alors et lui demande si le combat est terminé, le héros lui ordonne de nettoyer les dégâts, ce que le serviteur accepte sans hésitation. Le héros pose une question délicate à Seba, souhaitant savoir s'il existe un moyen de garder Alicia près de lui lorsqu'ils iront à l'académie. Seba, embarrassé, évoque maladroitement la possibilité d'une grossesse en tant qu'étudiante, ce qui provoque une réaction choquée du protagoniste. Ce dernier clarifie rapidement ses intentions, il veut simplement rester à proximité pour pouvoir la protéger au mieux. Upton s'interroge sur la raison pour laquelle son cœur a cessé de ressentir quoi que ce soit, se demandant quand cela a bien pu commencer. En marchant seul dans le village déserté, il se demande s'il s'agit de la première fois qu'il va aussi loin depuis qu'il a vengé son père. Il s'interroge également sur sa capacité à s'intégrer à l'académie. Il relit attentivement des notes sur l'académie, se demandant si elles sont suffisantes. Déterminé, elle se promet de transmettre ces informations importantes à Rania. La nuit tombe doucement, enveloppant leurs sentiments partagés dans une atmosphère calme et profonde. Quelques mois plus tard, Alicia, la prétendue noble au caractère vilain, s'affaire seule dans le jardin, récoltant des légumes avec soin. Elle exprime un léger regret de ne pas pouvoir cueillir les radis d'écon à temps avant leur départ pour la capitale royale. Cette image contraste avec l'idée que l'on se fait habituellement d'une jeune noble malveillante. Les ressources autrefois destinées à l'éducation supérieure sont désormais entièrement consacrées aux tâches ménagères, forgeant ainsi une femme d'un talent exceptionnel. Pendant ce temps, une jeune servante, émue, appelle Alicia avec admiration. Alors que le départ pour l'académie se prépare, une jeune servante s'accroche avec émotion, suppliant qu'on ne parte pas. Dans l'ombre,
les domestiques discutent du traitement différencié entre le jeune maître, qui part étudier, et Alicia, qui reste à la demeure. Cette dernière insiste cependant pour que les légumes du jardin soient partagés avec tous, refusant de les envoyer seuls à l'académie. On remet à Alicia un collier que le jeune maître portait enfant, destiné à le réprimander en cas de mauvais comportement. Alors que le départ s'annonce, les domestiques rappellent avec insistance de prendre soin d'Alicia, menaçant de punition celui qui lui ferait du tort. Le carrosse s'éloigne, emportant le jeune maître vers la capitale. Alicia confie avec un sourire qu'elle envie un peu Rania, tant il est aimé de tous. Ce dernier, un peu gêné, admet que c'est sans doute vrai. En repensant à son voyage, il réalise que c'est la première fois qu'il quitte réellement son territoire. Le jeune maître partage un moment de complicité et de légèreté avec les domestiques, qui l'entourent avec bienveillance avant son départ. Il ressent un mélange d'excitation et de nostalgie en réalisant que c'est la première fois qu'il quitte vraiment son territoire. Le carrosse s'éloigne, emportant avec lui le début d'une nouvelle aventure. Le jeune maître aperçoit enfin la capitale royale au loin, marquant une étape importante de son voyage. Il s'adresse alors à Alicia, lui avouant qu'il a une faveur à lui demander. Malgré sa gêne apparente, Alicia, visiblement troublée, reste silencieuse, attentive à ce qu'il va dire. Le jeune maître, un peu embarrassé, demande à Alicia de lui apprendre à acheter un billet à la gare et à prendre le train. Alicia rit doucement, amusée par sa demande, avant de le rassurer en lui promettant de s'occuper de tout, consciente que c'est la première sortie de Rania. Alicia taquine le jeune maître en lui proposant de lui mettre un collier pour éviter qu'il ne se perde dans la foule de la capitale royale. Gêné, il refuse cette idée, ne comprenant pas vraiment s'il s'agit d'une plaisanterie. En observant autour de lui, il réalise peu à peu l'ampleur de ce nouveau monde qui s'ouvre à lui. La capitale royale à terre, protégée par une barrière mystérieuse créée par un ancien sage, abrite plus d'1 million d'habitants. Notre héros remarque que, comparé au territoire des Braves, la ville paraît un peu étroite, mais il comprend pourquoi tant de monde s'y rassemble. La sécurité y règne, avec peu de monstres et aucune guerre. Le jeune homme demande si le dortoir se trouve bien dans l'enceinte de l'école, ce à quoi Alicia répond affirmativement, précisant qu'il y a des dortoirs séparés pour les garçons et les filles. Enthousiaste, il avoue avoir hâte d'y être. Un train traverse alors un paysage verdoyant, marquant le début de leur voyage. Le jeune homme découvre avec surprise le dortoir où ils vont vivre. Déçu par son état délabré, il réalise aussi que garçons et filles y cohabitent, ce qui le laisse perplexe. En regardant autour, il s'interroge sur l'éloignement du bâtiment par rapport à l'école, tandis qu'Alicia lui tend une lettre venant de Seba. La lettre révèle que Seba a diffusé des informations à plusieurs endroits, espérant que le fait de vivre dans un dortoir délabré et subir l'humiliation publique convaincra les nobles opposés à son retour. Malgré l'état du bâtiment, le protagoniste trouve que l'endroit est plutôt pratique en l'absence de monde. Même si un bon nettoyage s'impose, il envisage même de cultiver des légumes dans la cour. Le jeune homme écrase avec détermination un objet dans sa main, tandis qu'une voix off révèle que les préservatifs se trouvent dans sa chambre. Un serviteur explique qu'il a simplement veillé à ce que lui et Alicia vivent ensemble. Ayrton apprend qu'il doit réussir l'examen pour intégrer la même classe supérieure qu'elle, et reçoit un encouragement sincère. Même s'il réussit l'examen, notre héros sait que l'Académie Eternam, où il compte étudier, rassemble presque tous les enfants nobles du pays. Les classes y sont strictement hiérarchisées. La classe supérieure offre une chance de mariage royal, tandis que les autres restent dans une classe inférieure. Si leur magie ou leur savoir est reconnu comme exceptionnel, même les roturiers pourraient s'inscrire sous le statut de « descendants des sages ». Ayrton imagine déjà la vie scolaire à venir. Malgré le flou de ce cadre, bien qu'ils ne soient que des nobles d'une région reculée et une vilaine, sa détermination est déjà inébranlable. Ayrton, déterminé, se promet de prouver que leur talent peut surpasser les autres dans cette compétition. Alors qu'il s'apprête à partir, une voix l'interpelle vivement, lui reprochant son retard. Ayrton, un peu perdu car c'est sa première fois ici, s'excuse pour son retard face à un homme sévère qui le réprimande pour avoir fait attendre un professeur de la classe supérieure. Ce dernier le traite de lent, ce à quoi le héros s'attendait. L'homme impose alors de commencer par un test de magie basique, demandant au jeune noble de tirer avec sa puissance maximale. Ayrton demande s'il y a des exigences particulières pour le test de magie, mais l'homme lui répond sèchement qu'il n'y en a pas et l'incite à se dépêcher. L'examinateur, visiblement agacé, se demande pourquoi c'est lui qui doit superviser ce test. Notre héros se prépare alors à lancer sa magie, concentré et déterminé. Le mur derrière l'examinateur se fissure soudainement sous la puissance du sort lancé par le protagoniste. Visiblement surpris, l'homme ne s'attendait pas à une telle force. L'impact provoque un éclat retentissant, marquant le début du test.
Le mur est réduit en miettes sous la puissance du sort, laissant l'examinateur bouche bée et complètement surpris. Il se demande qui est ce jeune homme capable d'une telle force et ce qui vient de se passer. Ayrton, impassible, demande s'il a réussi, tandis que l'homme réalise qu'il reste encore d'autres épreuves à venir. L'examinateur reconnaît que le protagoniste possède un certain talent en magie, mais affirme qu'il ne réussira jamais ce test. Il lui tend alors un bâton d'entraînement, annonçant que l'épreuve suivante sera un test d'escrime. Les règles sont claires, s'il parvient à le vaincre, il passera. L'examinateur impose une règle stricte, la magie est interdite pendant ce duel d'escrime, et celui qui ne peut plus combattre échoue automatiquement. Ayrton accepte calmement le défi, prêt à en finir rapidement. Frustré, l'homme le traite de barbare avant de lancer son attaque avec force. Sans se laisser déstabiliser, le protagoniste esquive avec agilité l'attaque puissante de son adversaire. D'un mouvement rapide et précis, il contre-attaque, infligeant un coup décisif qui projette l'homme en arrière. La supériorité technique du héros se révèle clairement dans ce duel intense. Ayrton brise le bâton d'entraînement en deux, surpris de découvrir qu'il contenait du fer. Contrairement à son propre bâton en bois ordinaire, il réalise alors que son adversaire avait prévu de le faire échouer en lui fournissant une arme fragile. Face à cette trahison, il l'interroge, cherchant à comprendre les raisons de ce stratagème. Le directeur de l'académie, Vorzea Grand Cascade, fait une apparition imposante, interrompant la scène. Ayrton, surpris, est interrogé sur une action mystérieuse, hésitant à répondre. Cette rencontre inattendue à l'académie laisse planer un doute sur ce qui va suivre. Une jeune fille au regard doux et sincère adresse un message de remerciement au lecteur, clôturant ainsi cet épisode avec une touche de gratitude et de chaleur. Son sourire timide laisse entrevoir une certaine émotion, invitant à la pause avant la suite de l'histoire. Le directeur de l'académie, Vorzea Grand Cascade, interroge le protagoniste à propos de l'examen de transfert du jour. Ce dernier, conscient de la réputation et du rang prestigieux de Vorzea, redoute d'attirer son attention, sachant que cela pourrait lui causer des ennuis. Le directeur, après un moment de réflexion intense, annonce finalement que le protagoniste a réussi l'examen. Surpris et soulagé, notre héros peine à croire à cette décision. Vorzea lui explique alors que la différence de lignée entre les rangs supérieurs et inférieurs est minime, apaisant ainsi ses doutes. Le directeur demande au protagoniste s'il souhaite intégrer la classe supérieure, une question qui le prend au dépourvu. Ce dernier réfléchit, ni pressé ni totalement indifférent à cette opportunité. Une jeune fille lui sourit doucement, laissant entrevoir une raison plus profonde derrière ses hésitations. Ayrton affirme avec détermination qu'il a quelqu'un à protéger ici. Le directeur, impressionné, accepte sa décision sans hésiter. Pendant ce temps, une voix s'élève, critiquant son origine des terres abandonnées et les récents événements causés par sa fiancée, s'inquiétant de ce que leur avenir réserve. Un homme plus âgé réprimande violemment un autre, le traitant d'idiot, ce qui le fait sursauter de peur. Il lui demande alors avec autorité qui il est dans l'académie, affirmant être un enseignant. Il conseille à l'homme de se comporter en véritable professeur et de guider avant que les problèmes n'éclatent. Le coupable, visiblement intimidé, s'excuse humblement. Le directeur annonce une exception spéciale. Rania Brave est autorisée à utiliser ce dortoir, à condition que les étudiants maintiennent une relation correcte et respectueuse. Ayrton répond avec enthousiasme. Plus tard, en rentrant chez lui, il réalise que cet homme a aussi contribué à son évolution. Inquiète, elle s'approche rapidement de Rania pour s'assurer qu'il va bien et lui demande s'il a entendu quelque chose d'étrange. Hésitante, elle répond qu'elle va bien, même si son regard trahit un certain trouble. En observant son uniforme, il se demande si c'est pour un essayage, mais finit par trouver cela mignon sans trop y prêter attention. Ayrton annonce fièrement avoir réussi l'examen, même si ce n'était pas celui qu'il souhaitait vraiment passer. Il explique qu'après avoir été mis à rude épreuve, il a tout de même assuré sa réussite. Intriguée, elle lui demande ce qui s'est passé exactement, puis, elle avoue qu'elle se questionne depuis un moment sur cette mystérieuse maladie magique dont souffre Rania. Il explique qu'il maîtrise toutes les magies de base, mais que c'est difficile à expliquer. Il commence à révéler quel est son véritable talent, tandis qu'elle serre un panier contre elle, interrompu par un bruit de ventre qui gargouille. Elle rougit soudainement, visiblement gênée, tout en serrant son panier contre elle, puis, prise d'un élan d'urgence, elle propose timidement de dîner ensemble, insistant sur l'importance de préparer un repas nutritif avant que leur emploi du temps chargé à l'académie ne commence. Ayrton la regarde, surpris par son enthousiasme soudain. Il lui demande de la prévenir s'il y a quelqu'un de problématique à l'académie, tout en rappelant que la force est interdite. Elle avoue qu'elle ne craint pas ce qu'on pourrait lui dire, surtout tant qu'il est là. Ayrton la regarde avec surprise et lui confie qu'elle est sans doute plus forte que lui.
affirme que sa force réside dans sa capacité à endurer la douleur mentale, un don rare même chez les soldats aguerris. Elle se définit avec assurance, affirmant qu'elle est telle qu'elle est parce qu'elle se connaît parfaitement. Dans la cour de l'académie, des élèves chuchotent en remarquant la cicatrice du protagoniste, souvenir d'un duel passé, tandis qu'ils s'interrogent sur l'identité de l'homme à ses côtés. Un garçon jaloux murmure qu'Alicia était autrefois belle, mais qu'avec sa chute de statut, elle ne pourra jamais se marier. Il songe alors à la prendre comme concubine, révélant ses intentions obscures. Alors que Rania taquine avec un sourire malicieux, Alicia lui demande de s'arrêter, visiblement gênée. Dans la cour, un élève s'évanouit soudainement, provoquant l'agitation parmi les autres. En classe, le professeur poursuit son cours tandis que le protagoniste affiche une expression sérieuse, expliquant qu'il a simplement manifesté une légère intention meurtrière. Un camarade s'interroge alors sur la force des élèves du continent, tandis qu'un autre évoque l'éveil du protagoniste en tant que saint lors de la dernière étape. Ayrton se remémore une fille magnifique, aussi pure que le ciel bleu, dont il peine à se souvenir du nom. Soudain, il se rappelle, Mariana Ocean. Une voix explique ensuite que la magie la plus utilisée par le sage était celle sans attribut, nécessitant d'atteindre le sommet du néant pour la maîtriser pleinement. Un élève affiche un sourire satisfait, rayonnant comme un ciel d'un bleu limpide. Ayrton, surpris, la reconnaît immédiatement, c'est elle, l'héroïne. Mariana confirme la réponse avec un sourire confiant, soulignant que c'était une question piège, mais que le protagoniste a su y répondre, comme il se doit d'un élève du sage. Impressionné, il se demande si c'est vraiment elle. Ayrton découvre avec surprise que Mariana est en réalité l'héroïne d'un autumn game, ce qui le déstabilise. Dans la salle, certains élèves commentent sa situation difficile, notant qu'elle a déjà refusé sa place à plusieurs reprises ce mois-ci. Mariana, gênée, réalise que ses lunettes sont fêlées et regrette de ne pas avoir demandé un siège plus proche du devant. Une camarade propose à Mariana d'échanger leur place, mais cette dernière refuse avec empressement, préférant se débrouiller seule malgré ses lunettes abîmées. La professeure annonce alors que lors du prochain changement de place, Mariana sera assignée au premier rang, juste devant le podium. Gênée, elle s'excuse vivement, tandis qu'un autre élève, Alicia, semble pensif en l'observant. Dans les vacances, une conversation tendue s'installe entre le protagoniste et une jeune fille mystérieuse. Elle refuse de révéler contre qui elle se battait, affirmant que les hommes qui fouillent dans le passé ne valent rien. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, attirant leur attention. Un objet en verre se brise soudainement au-dessus de la jeune fille, qui sursaute en criant. Rania, intriguée, remarque une barrière invisible et demande des explications. Ayrton observe les dégâts importants au plafond et promet de les réparer plus tard, tandis que la jeune fille reste perplexe. Ayrton explique que la magie qu'il utilise est une barrière transparente d'attributs sacrés, semblable à celle qui protège la capitale royale. Rania, surprise, demande s'il peut lancer des sorts sans incantation, ce à quoi il répond que c'est très pratique. Il illustre son propos en montrant que les barrières que l'on imagine habituellement comme des murs peuvent prendre d'autres formes. Sans incantation, le protagoniste montre qu'il peut manipuler la magie de façon fluide et précise. Il verse du thé en utilisant une barrière magique façonnée en forme de liquide, impressionnant la jeune fille qui tente de l'arrêter. Il explique que ces barrières peuvent prendre toutes sortes de formes, pas seulement des murs. La jeune fille est émerveillée par la tasse de thé flottante, la trouvant adorable. Ayrton évoque d'autres différences entre les barrières ordinaires et celles de la capitale royale. Intriguée, elle réfléchit à l'idée que la magie pourrait permettre de choisir ce qui peut passer à travers la barrière. Ayrton explique que les barrières avancées peuvent être contrôlées pour choisir ce qu'elles laissent passer ou repoussent. La jeune fille est impressionnée, trouvant que cela semble presque illimité. Il précise cependant qu'il y a des limites, comme l'impossibilité de séparer des éléments déjà mélangés, à l'image du sucre ou du lait dans le café. Ayrton annonce qu'ils n'ont plus de café d'Alicia, ce qui amène la jeune fille à lui proposer de sortir ensemble plus tard. Il mentionne connaître un endroit où l'on sert un café délicieux, découvert grâce à un ami. Intriguée, elle s'étonne qu'il ait des amis dans une telle situation, tandis qu'il cherche l'emplacement de ce café dans les rues environnantes. Ayrton raconte qu'un jour, alors qu'il étudiait à la bibliothèque pendant la pause déjeuner, quelqu'un lui a parlé. Cette personne, qui aimait aussi le café, est devenue son amie et lui a parlé de ce lieu. Arrivé devant la boutique spécialisée en café nommée Ocean, il réalise qu'ils sont enfin arrivés à destination. Mariana, surprise, interroge Alicia en la voyant là. Ayrton rassure Mariana en lui confirmant sa présence, tandis qu'elle lui reproche d'être restée figée devant la boutique sans rien dire. Ayrton présente Rania, une amie passionnée de café. Mariana, intriguée, engage la conversation avec elle.
réalisant qu'elles sont dans la même classe sans jamais avoir vraiment parlé auparavant. Rania semble un peu surprise mais accueillante face à cette rencontre inattendue. Mariana, choquée, s'excuse avec panique de ne pas avoir reconnu le statut noble d'Alicia, se demandant si elle va être punie. Rania, surprise, explique que le prétendant d'Alicia est aussi de noble naissance. Ayrton reste perplexe face à cette révélation inattendue. Ayrton s'excuse d'avoir perdu son calme, tandis que Mariana insiste pour dire que c'est elle qui devrait s'excuser, ayant été celle qui a engagé la conversation brusquement. Elle avoue qu'elle était simplement excitée à l'idée de se faire enfin une amie. Ayrton explique que, dans ce monde, le café est considéré comme une boisson de roturier, même s'il aime en boire. Mariana avoue avoir cru à tort qu'Alicia était une roturière comme elle, car elle avait entendu qu'il y aurait 2 disciples du sage cette année. Cette révélation surprend le protagoniste, qui se demande s'il y en a vraiment un autre, différent de ce qu'il connaît dans le jeu. Ayrton apprend qu'Alicia a agi seule, sans qu'il en soit informé, ce qui le surprend vivement. Il s'interroge sur son ignorance face au tumulte causé par cette décision. Elle explique alors qu'elle s'est trompée de calèche ce jour-là, ce qui l'a empêché d'être au courant des événements. Ayrton s'interroge sur le fait que la calèche ait pris une autre direction le jour d'un événement important, se demandant si ce n'est pas un hasard. Mariana lui rappelle qu'on dit qu'il est un génie en magie, mais aussi un peu tête en l'air. Elle affirme avec enthousiasme qu'elle est douée en magie, même si ses parents la trouvent inutile dans tout le reste. Le héros, surpris, évoque alors ses parents. Elle révèle que ses parents sont décédés il y a 1 an, des suites d'une maladie. Ayrton, surpris, s'excuse pour son manque de tact. Malgré tout, elle assure que c'est grâce à eux qu'elle est là aujourd'hui, et il accepte ses paroles avec douceur. Elle propose alors de leur servir du café, avouant qu'elle ne les a encore jamais invités à rien. En savourant la boisson, la jeune femme exprime avec émerveillement combien elle la trouve délicieuse. Le héros savoure le café de Mariana, étonné par son goût unique, bien différent de celui de Rania. Le majordome, intrigué, évoque une possible métaphore sur la vie du jeune maître à travers cette amertume. Mariana rit en expliquant que c'est une plaisanterie, tandis que le protagoniste la remercie en la désignant comme sa mentor. Il trouve étrange que, malgré leur statut de noble, il ne lui inspire aucune peur. Intrigué, le protagoniste lui demande pourquoi elle semble avoir une telle allergie envers les nobles. Elle se remémore alors un souvenir lointain où un enfant du quartier lui avait dit qu'on risquait la mort rien qu'en défiant un peu les nobles. Au même moment, elle se souvient avoir été renversée par un carrosse de nobles, comme l'enfant l'avait prédit. Les passagers du carrosse n'ont montré aucun signe de compassion à son égard. Elle rampe, blessée, réalisant l'indifférence cruelle des nobles. Après son accident, sa vue s'est détériorée, poussant ses parents à lui faire boire du café en famille, espérant améliorer sa vision. Rapidement, toute la famille est devenue accro au café, fascinée par sa richesse. Ayrton demande alors à Mariana si elle est douée en magie, ce à quoi elle répond avec assurance que c'est sa meilleure compétence. Mariana explique que sa meilleure compétence est la magie de guérison, un pouvoir capable de soigner les gens. Ayrton exprime sa surprise, soulignant à quel point ce don est rare. Dans ce monde, très peu de personnes peuvent utiliser cette magie sur autrui, mais dans le jeu, Sainte Mariana peut guérir toutes les maladies, chasser les démons et même régénérer des membres perdus. Il y a 1 an, elle ne pouvait pas venir en aide à ses parents malades. Cette douleur l'a poussée à étudier avec acharnement, dans l'espoir de pouvoir un jour sauver ceux qui lui sont chers. Malgré ses efforts, le calme règne toujours autour d'elle, sans aucun autre client en vue. Ayrton s'excuse d'avoir fermé la porte en entrant, expliquant qu'il était le dernier client. Mariana réprimande vivement un homme-chien qui bloque l'entrée, exigeant qu'il ouvre immédiatement. Une autre fille, souriante et calme, rassure tout le monde en expliquant qu'elle se concentre sur ses études et ferme souvent le magasin pendant les jours fériés. Alors que le groupe se sépare devant la maison, on s'interroge sur le fait que Mariana ne retourne pas au dortoir. Elle explique avec un sourire qu'elle aime cette maison, malgré les exemptions qu'elle pourrait avoir en tant qu'enfant d'un sage. Ayrton explique qu'une partie des frais du dortoir est réorientée pour couvrir les dépenses de vie et les frais de scolarité, à condition d'obtenir d'excellentes notes. Alicia, touchée, sourit en promettant de demander de l'aide si elle rencontre des difficultés à l'académie. Une autre élève, impressionnée, trouve cette attention éblouissante, tandis qu'Alicia remercie sincèrement pour ce soutien. Alicia tente timidement de s'éloigner avec Rania, mais il refuse fermement. Une autre élève, intriguée, observe la scène en se demandant ce qu'ils se racontent. Plus tard, alors que le soleil se couche, le protagoniste et Mariana marchent côte à côte, cette dernière exprimant avec douceur que Alicia est une fille admirable. Ayrton se remémore la première fois où il a vu Alicia, notant qu'elle avait les mêmes yeux que quelqu'un d'autre, des yeux magnifiques qui le regardaient droit dans les siens.
Mariana explique que les personnes avec une forte volonté ont souvent ce regard particulier. Elle demande à Rania s'il a déjà rencontré quelqu'un comme ça, ce à quoi il répond affirmativement. Sous la lumière de la lune, ils échangent des compliments sur la force et la beauté du regard d'Alicia. Ayrton se déclare peu enclin à jouer les princes charmants, ce qui fait rougir doucement la jeune fille. Leur complicité naissante laisse entrevoir un flirt naturel et prometteur entre eux. Deux filles, l'une une vilaine aristocrate, l'autre une protagoniste commune, se retrouvent face à face. La tension monte alors qu'elles sont destinées à s'affronter. Leur duel semble inévitable, jusqu'à ce que l'une d'elles soit anéantie. Le conflit semble apaisé. Les deux jeunes filles partagent désormais un déjeuner ensemble, marquant un tournant inattendu. L'aristocrate offre avec douceur un sandwich à la protagoniste, qui le trouve appétissant. Un garçon observe la scène, admirant cette nouvelle harmonie entre elles. Le garçon se demande comment la situation a pu en arriver là, visiblement perplexe. De son côté, la jeune fille s'interroge sur la disparition de Rania, notant qu'il prend ses cours au sérieux malgré tout. Elle explique que dès la pause commencée, il s'est éclipsé aussitôt. Le garçon réfléchit à la nouvelle dynamique entre les filles, conscient que leur rapprochement pourrait attirer davantage de critiques. Il s'interroge sur le destin qui unit la protagoniste et l'aristocrate, deux figures autrefois opposées, tout en acceptant son rôle de personnage secondaire dans cette histoire. Pendant ce temps, les deux jeunes filles partagent un moment de complicité, marquant un tournant inattendu dans leur relation. Dans le monde original du jeu, Alicia a perdu son duel et a été exilée en territoire frontalier. De son côté, Mariana, simple roturière, mène une vie scolaire paisible. Dans ce monde, Mariana n'est pas l'adversaire que le protagoniste doit affronter. La jeune femme, à genoux et visiblement épuisée, se demande qui a bien pu vaincre Alicia. Le garçon, troublé, reste sans voix face à cette question qui semble bouleverser ses certitudes. Le prince est à l'origine du duel, ce qui intrigue profondément notre héros. Décidé à comprendre la situation, il se lance dans une enquête discrète à travers la ville. Bientôt, il repère un groupe de jeunes filles en admiration devant Édouard, confirmant qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Le garçon découvre qu'Édouard Grand à Etterdam, le prince, est au centre de l'attention des jeunes filles, confirmant qu'il est l'ancien fiancé d'Alicia. Ce chemin princier, dans le jeu, était la voie classique à suivre. Notre héros s'interroge alors sur les raisons de cette situation. Le prince Édouard apparaît, souriant et confiant, révélant qu'il est un adversaire facile, presque comme un tutoriel dans cette histoire. Ayrton réfléchit que, si l'intrigue suit son cours, Alicia devrait actuellement renforcer ses liens avec lui. Édouard s'excuse ensuite pour son retard, prêt à reprendre leur confrontation. Ayrton est surpris par l'arrivée soudaine d'une jeune fille élégante nommée Patricia, qui s'adresse au prince Édouard avec une familiarité déconcertante. Édouard la corrige doucement, lui demandant de l'appeler par son prénom plutôt que par son titre royal. Patricia semble ravie et honorée par cette attention. Le prince rappelle à Patricia qu'avant d'entrer à l'académie, lorsqu'ils se sont rencontrés dans la ville du château, elle l'appelait par son prénom. Patricia avoue qu'à l'époque, elle ignorait qu'il était de sang royal. Édouard exprime que leur réunion à l'académie n'est pas un hasard, mais le destin. Il lui demande alors, avec un sourire, de continuer à l'appeler par son prénom, insistant sur leur lien particulier. Patricia, un peu gênée, commence à accepter cette demande. Patricia, le visage rougi, murmure doucement le prénom d'Édouard, marquant un moment de vulnérabilité et de tendresse. De son côté, le protagoniste est visiblement troublé, partagé entre gêne et émotion. Ayrton réalise avec surprise qu'aucun personnage nommé Patricia n'existait dans le jeu. Il se demande alors si cette mystérieuse Patricia a remplacé Mariana. Troublé, il s'interroge profondément sur l'identité réelle de cette personne. Soudain, une voix l'interpelle, l'invitant à se calmer. Quatre garçons, visiblement déterminés, revendiquent leur place et attirent l'attention avec assurance, critiquant Patricia en la qualifiant de mauvaise personne. De son côté, le protagoniste réalise soudain que tous ces garçons sont des prétendants potentiels, ce qui le fait sourire avec une lueur d'espoir. Le groupe se rassemble joyeusement, formant un reverse harem inattendu autour de notre héroïne. Malgré les taquineries des garçons, elle garde son calme et propose de partager le repas. Ayant préparé des portions supplémentaires pour tout le monde, l'ambiance devient soudain plus chaleureuse et conviviale, marquant un nouveau départ pour tous. Elle prend complètement la place du protagoniste, déclenchant ainsi l'intérêt romantique de tous les prétendants. Ce reverse harem inattendu est d'autant plus surprenant qu'il est presque impossible à obtenir dès une première partie. Les garçons présents sont tous héritiers potentiels et devraient normalement avoir chacun une fiancée, rendant la situation encore plus délicate. Ayrton se détourne, affirmant qu'il ne souhaite pas s'impliquer dans ce groupe de reverse harem. Pourtant,
une pensée sombre le traverse, il ne serait pas étonnant qu'une mort mystérieuse survienne après la remise des diplômes, il réalise qu'une personne en particulier mérite une surveillance attentive, confirmant ses soupçons. Gelasi Grand Ignite, le deuxième fils de la famille Ignite ducale, préfère partager un repas avec tout le monde plutôt que de manger à la cafétéria, trouvant cela plus savoureux. Alors qu'il savoure sa bouchée, il est interpellé par deux camarades qui l'interrogent sur une mystérieuse magicienne ayant causé une agitation dans le territoire brave. Ayrton se remémore un individu trouble, né comme une assurance pour l'aîné héritier de la famille Ignite, enfant illégitime élevé dans des conditions difficiles, il a grandi dans une situation familiale complexe, on raconte que ses efforts pour s'en sortir, ainsi que ceux de ses proches, tracent une histoire sombre et lourde. Il est décrit comme un individu dangereux, capable de changer radicalement selon les choix qu'on fait, malgré la menace que représente cette personne, le protagoniste note qu'ils ne se sont jamais croisés, ce qui est surprenant, conscient que la famille Ignite le vise, il décide néanmoins de ne pas agir pour le moment. Ayrton exprime son souhait profond, qu'Alicia puisse vivre une vie paisible, loin des troubles, il veut aussi prévenir toute destruction possible à l'avenir, pour cela, il se prépare à agir, malgré une certaine réticence exprimée dans une pensée intérieure. Ayrton est surpris de voir Volsea apparaître soudainement sur le toit, un lieu dangereux, malgré son avertissement, Volsea rétorque avec assurance que c'est lui qui est le mieux placé pour juger du danger, une tension palpable s'installe alors entre les deux hommes, chacun cherchant à comprendre les intentions de l'autre. Ayrton saisit l'occasion pour poser une question importante, sentant que le moment est idéal, il observe une jeune fille à l'apparence singulière, avec des racines noires contrastant avec ses cheveux blonds, autour d'elle, plusieurs jeunes hommes forment ce qui semble être un harem inversé, une situation qu'il juge impossible, une certitude s'impose peu à peu à lui concernant cette fille. Ayrton révèle sa conviction, Patricia est une réincarnée, tout comme lui, il demande alors à Volsea de lui en dire plus sur cette élève mystérieuse, sentant que son destin est lié à un avenir trouble. Ayrton demande à Volsea de lui révéler tout ce qu'il sait sur Patricia, son origine, son passé, et ses talents magiques. Volsea, surpris, murmure le nom de Patricia Kindred, marquant le début d'une révélation importante, une nouvelle étape s'ouvre pour notre héros, déterminé à découvrir la vérité sur cette seconde réincarnée. Ayrton sent une suspicion grandissante autour de Patricia, bien qu'elle ait réussi l'examen d'entrée sans tricher, il réfléchit au fait qu'il a été délibérément séparé lors de l'événement, ce qui pourrait indiquer un complot. Si Patricia est derrière tout cela, il y a sûrement un noble complice qui a aidé à échanger le carrosse. Ils évoquent la famille Ignite comme principale suspecte, tout en convenant qu'il vaut mieux les avoir sous surveillance plutôt que de les ignorer. Le vieil homme comprend la prudence du protagoniste, qui rêve malgré tout d'une vie paisible, une tension palpable persiste, mêlée à un désir de sérénité. Le vieil homme rappelle au protagoniste qu'en tant qu'étudiant de l'académie, il a le droit de profiter de sa jeunesse et l'interroge sur sa vie si contraignante. Ce dernier répond avec légèreté qu'il est un noble des terres abandonnées et qu'il préfère rester dans l'ombre pour quelques années, malgré son sourire. Une question résonne, a-t-il oublié la fierté de la famille brave? Le vieil homme rappelle avec force que le sang des braves résiste naturellement, même dans les pires conditions, jusqu'à son dernier souffle. Il exprime son étonnement face à la faiblesse apparente de la détermination du protagoniste, remettant en question sa volonté. Un silence lourd s'installe, chargé de défis et d'attentes. Soudain, le protagoniste brise le silence en lançant un coup de poing puissant, déjouant l'attaque surprise de son adversaire. Sa détermination éclate enfin, révélant une force insoupçonnée. Le choc résonne, marquant un tournant décisif dans leur confrontation. Le coup porté fait trembler les murs, provoquant un grondement sourd dans le sol. Autour d'eux, les témoins s'alarment, surpris par cette secousse inattendue. Ayrton, concentré, se redresse tandis que les fissures commencent à apparaître sur les colonnes proches. Ayrton, le regard déterminé, avertit son adversaire qu'il ne tolérera aucun mal envers Alicia, peu importe le lieu sacré qu'il défend. Il affirme clairement que la situation actuelle est exactement celle qu'il souhaitait, justifiant ses actions par cette conviction inébranlable. L'adversaire accepte le défi lancé, invitant le protagoniste à prouver sa volonté. Il l'interroge ensuite sur sa croyance au destin, évoquant une certaine Mariana Ocean. Le héros, perplexe, rejette cette idée, la qualifiant de scénario absurde. Une jeune fille au destin puissant est évoquée, mais ce même destin est en train de se déformer à une échelle massive, sombrant peu à peu dans la folie. Ayrton réalise que le conflit à venir dépassera leur duel, impliquant tous ceux de l'Académie dotés d'un destin puissant. Il presse que le pays sera bientôt déchiré entre lumière et ténèbres, annonçant une lutte bien plus vaste et profonde. Ayrton apprend que Mariana,
ayant perdu son protecteur, est actuellement trop faible pour se défendre, son destin ne se limite pas à ce monde restreint, mais se trouve ailleurs, dans un endroit différent. Cette révélation souligne l'importance de la protéger malgré sa vulnérabilité. La jeune fille avoue qu'elle commence à être nerveuse, tandis que le protagoniste s'interroge sur ce que c'est réellement Volsea. Il découvre que c'est la première fois de Mariana dans un donjon, un lieu destiné à mettre en pratique la magie apprise en classe. Malgré les mesures de sécurité, le héros ressent une peur grandissante face aux dangers imminents. Patricia, consciente de sa faiblesse, remercie Edward qui lui promet de la protéger. Ayrton observe cette scène et réalise que le donjon sert surtout à se rapprocher des cibles à conquérir. Cependant, il sait qu'un événement crucial se cache plus profondément, la relique sacrée, et s'interroge sur la stratégie à adopter face à une menace factice. Une nouvelle aventurière fait son apparition, affichant une assurance forgée par de nombreuses batailles. Ayrton, intrigué et un peu nerveux, remarque son enthousiasme, tandis qu'Alicia, visiblement impatiente, invite tout le monde à avancer. Une remarque moqueuse vient briser l'atmosphère, évoquant une fille blessée dans le groupe. Katrina se moque ouvertement de Patricia, la qualifiant de lèche-botte de l'académie, tandis qu'une de ses compagnes approuve ses paroles. Ayrton reconnaît Katrina comme celle qui était autrefois proche d'Alicia et se souvient de sa rigueur militaire. L'arrogance d'Ekatrina se manifeste encore lorsqu'elle dénigre les autres aventuriers, les traitant de parias et de pleutres. Katrina affirme avec mépris que cette académie est réservée à la noblesse raffinée et insulte ouvertement les autres, les qualifiant de créatures sales. Elle propose de les chasser elle-même, ce qui déstabilise Patricia. Ayrton intervient alors, prêt à calmer la situation. Ayrton aperçoit Alicia, visiblement surprise, tandis qu'Ekatrina affiche un sourire narquois. Alicia, pleine de reproches, l'accuse avec colère de laisser les roturiers semer le chaos dans l'académie, lui imputant la responsabilité de cet échec. Le ton est tendu alors que les échanges s'enveniment. Ayrton assume pleinement ses actes et accepte la haine qu'on lui porte, mais il protège fermement la jeune fille, affirmant qu'elle n'a rien à voir avec cette situation. Il lance un défi clair à ses adversaires, leur offrant la possibilité de demander un duel ou toute autre confrontation s'ils ont un problème avec lui. Katrina, confiante, met en garde contre l'arrogance face aux disciples du sage, insinuant que la victoire est hors de portée. Alicia, furieuse, réplique en moquant leur prétendue supériorité et en les provoquant avec virulence. La tension monte, prête à éclater en affrontement. La jeune fille sourit doucement, affirmant qu'elle va boire le café parce qu'elle l'aime. Autour d'eux, certains élèves réagissent mal à l'odeur des grains de café, tandis qu'un autre se plaint du bruit ambiant et propose de partir. Ayrton, observant la scène, semble avoir confirmé une intuition. Alicia reconnaît la force du protagoniste et s'excuse d'avoir été entraînée malgré elle dans cette situation étrange. De son côté, le jeune homme avoue qu'il a fini par l'apprécier, impressionné par son attitude. Leur échange calme contraste avec l'atmosphère tendue qui régnait auparavant. Ayrton et Alicia échangent sur les moqueries qu'elle a subies, notamment à propos du café, avec une pointe d'humour et de complicité. Une voix extérieure les interrompt, leur demandant d'arrêter. Alicia semble réfléchir, tandis qu'un pas ferme résonne au sol, annonçant une présence nouvelle ou un changement imminent. Le groupe pénètre enfin dans le donjon, impressionné par l'environnement rocheux qui les entoure. Alicia se remémore avec un sourire les nombreux pièges et monstres qu'ils ont dû affronter sans relâche. Pendant ce temps, une discussion s'engage sur leur position en tête de file, tandis qu'un membre du groupe s'excuse, pensant être la cause de cette situation. Ayrton rassure Alicia en expliquant qu'il va bien, grâce à une barrière protectrice minuscule mais efficace autour de son corps. Il détaille que cette magie l'empêche d'être blessé, sauf si son pouvoir magique venait à s'épuiser. Impressionnés, ses compagnons reconnaissent la rareté et l'efficacité de cette capacité. Ayrton explique que sa barrière protectrice est née d'un moment où il était proche de la mort, une magie créée pour couvrir tout son corps et ainsi bannir la peur. Il confie qu'il s'entraîne depuis longtemps à maîtriser ce pouvoir, au point de pouvoir désormais l'activer instinctivement. Ayrton s'interroge sur la réputation inquiétante du « Brave Territory », mais Alicia assure que c'est en réalité un endroit agréable. Elle propose ensuite de partir s'entraîner en montagne pendant les vacances d'été avec Rania, une invitation que ses compagnons acceptent avec enthousiasme. Enthousiaste, elle suggère de profiter de cette occasion pour un entraînement intensif. Ayrton annonce avec enthousiasme le « Brave Steel Bootcamp », promettant que chacun pourra maîtriser la magie sans incantation. Alicia, ravie, exprime sa joie d'être entraînée, tandis que Rania l'encourage à faire de son mieux sans la blesser. Malgré tout, une certaine mystère entoure encore cette méthode d'entraînement. Ayrton s'interroge sur la disparition mystérieuse des monstres dans le donjon, qui ne laisse aucune trace derrière eux.
Alicia explique que ce lieu semble avoir été créé par des sages anciens, ce qui ajoute au mystère ambiant. En creusant le mur, ils espèrent récupérer un échantillon de terre qui pourrait révéler des indices, mais une surprise inattendue vient interrompre leur fouille. Soudain, Mariana lance une attaque magique spectaculaire, déclenchant un cercle mystique lumineux autour d'elle. Ayrton, surpris, s'exclame son nom, tandis qu'Alicia s'inquiète de la puissance déchaînée. Le mystère de cette magie hors norme promet de se révéler bientôt. Ayrton appelle Mariana, surpris par son action soudaine. Ensemble, ils s'élancent dans un saut audacieux, prêts à découvrir ce qui les attend au-delà de ce passage mystérieux. Le groupe atterrit ensemble dans une galerie ancienne, où des colonnes usées et des crânes jonchent le sol. Ayrton, intrigué, se demande à voix haute quel est cet endroit mystérieux. Alicia ajuste ses lunettes, prête à analyser ce nouveau décor énigmatique. Ayrton reconnaît cet endroit comme étant probablement le niveau le plus bas, un décor qui lui semble familier. Alicia admire la solidité impressionnante du mur, tandis que le groupe réalise qu'ils ont déclenché un piège de téléportation. Dans un moment de légèreté, une camarade confisque la pioche, rappelant à tous que la sécurité personnelle est primordiale, surtout pour pouvoir profiter à nouveau de plaisirs simples comme le café. Alicia propose avec un sourire un café, taquinant sur le fait que ce pourrait être le dernier. Une camarade, surprise, s'interroge sur la provenance de la boisson et la raison de sa présence ici. Malgré la tension, le groupe se détend un instant, acceptant de partager ce moment convivial, rappelant l'importance d'apporter sa propre nourriture dans le donjon. Ayrton remarque avec soulagement que ses compagnons restent étonnamment calmes face à la situation. Il rappelle que tomber jusqu'au fond du donjon signifie souvent la faim, sans espoir d'aide ni possibilité de se nourrir des monstres. Pourtant, un sourire naît sur son visage, comme s'il avait une idée en tête, et il s'adresse à Rania, laissant entendre qu'il y a une solution. Alicia admet que la situation est extrêmement dangereuse et qu'ils n'ont jamais appris à gérer un tel endroit en cours, où il est impossible de demander de l'aide. Malgré cela, elle reste étonnamment calme, ce qui intrigue le protagoniste. Celui-ci lui demande alors si elle sait quelque chose que les autres ignorent. Ayrton rassure Alicia en lui assurant qu'ils ont une solution. Il explique qu'une fois qu'ils auront repris leur souffle, ils se dirigeront vers la partie la plus profonde du donjon. Son regard se fixe alors sur un cercle magique, signe d'un espoir caché dans cet endroit périlleux. Ayrton réalise qu'Alicia est en fait l'antagoniste du jeu, un rôle qu'elle incarnait autrefois. Malgré cette révélation troublante, ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Leur objectif est désormais de trouver un pendentif caché plus profondément dans le donjon, indispensable à leur plan. Un pendentif sacré repose dans la chambre la plus profonde du donjon, un objet crucial pour sauver le pays vers la fin de l'histoire. Chaque personnage doit suivre sa propre route pour l'obtenir, car il sert à l'éveil du saint. Conscient de son importance, ils décident qu'ils doivent absolument le récupérer. Le groupe se prépare à affronter le golem gardien devant la porte, dernier obstacle avant la sortie. Selon les archives, vaincre ce gardien du niveau le plus profond leur permettra de revenir. Malgré la difficulté de l'adversaire, ils n'ont pas d'autre choix que de le combattre pour avancer. Devant eux se dresse une porte majestueuse, inattendue par son apparence. Contre toute attente, aucun golem ne semble la garder, ce qui laisse entrevoir une possible sortie. Le groupe se prépare à franchir ce dernier obstacle, surpris mais plein d'espoir. Le golem, étrange et visqueux, se dresse soudain devant Mariana, qui reste calme malgré la menace. Ayrton, surpris, l'appelle avec inquiétude, sentant le danger imminent. Une tension palpable envahit l'atmosphère alors que le combat semble inévitable. Ayrton attrape vivement une compagne surprise par une attaque soudaine de flammes, tandis qu'il la protège. Une tension monte face à la menace grandissante. Le regard déterminé de Mariana contraste avec le rugissement inquiétant du golem visqueux. Un nouveau monstre colossal, enveloppé de flammes et d'une aura terrifiante, fait son apparition devant le groupe. Sa présence imposante et son regard féroce laissent les héros figés d'effroi, cherchant à comprendre cette menace inattendue. Ayrton et sa compagne observent la puissance incroyable qui émane de la créature, la comparant à la force du soleil. Ils évoquent des entités légendaires comme un dragon ou Fenrir, mais réalisent que cette puissance magique pourrait venir d'un démon, celui à qui Alicia a confié son âme à la fin de l'histoire. Face à cette menace, le héros ordonne à tous de reculer, préférant garder ses distances. Ayrton appelle Alicia, visiblement inquiet. Elle serre fermement un poignard, le regard figé dans une expression mêlant choc et détermination. Une voix annonce la fin du combat, déclarant Patricia vainqueur, ce qui intensifie la tension ambiante. Accablée, Alicia s'effondre à genoux sous le poids des insultes qui la rabaissent à une simple roturière. Une honte pour sa famille noble. Son regard trahit la douleur et la confusion tandis qu'elle lutte pour reprendre ses esprits. Ayrton, inquiet,
tente de l'appeler, espérant la ramener à lui. Ayrton attrape doucement Alicia par le visage, cherchant à capter son regard pour la rassurer, il lui parle avec douceur, lui disant que tout va bien, tentant de briser son isolement et sa douleur, son ton est empreint d'inquiétude et de détermination à la soutenir. Surprise, elle reste figée un instant, submergée par l'inattendu. Ayrton, déjà en mouvement, donne des instructions claires aux deux jeunes femmes, leur demandant de rester sur place et de préparer leur aquaveille. Alicia, inquiète, s'interroge sur la décision de Rania qui s'éloigne rapidement. Ayrton, le regard déterminé, déclare avec fermeté qu'il va tuer cet enfoiré. Il s'élance alors vers la créature monstrueuse, prêt à lui faire payer le traumatisme infligé à sa fiancée. Son attitude est résolue, il exige que l'ennemi assume les conséquences de ses actes. Ayrton remarque avec surprise que l'attaque de la créature a rétréci, il concentre son énergie et déclenche un puissant coup d'estoc, fendant l'air avec une détermination farouche. La créature est prise dans le tourbillon de son assaut, subissant l'impact de plein fouet. Ayrton concentre toute son énergie dans un ultime coup d'estoc, tranchant l'air avec une précision et une puissance décuplées. Son attaque déchaîne un tourbillon violent qui enveloppe la créature, la frappant de plein fouet. Un sourire déterminé éclaire son visage, confiant dans la force de son assaut. La créature attaque par derrière, surprenant le protagoniste, celui-ci esquive de justesse, tandis qu'une voix s'exclame, persuadé qu'il a décapité le monstre, mais la réalité semble tout autre. La créature, malgré une blessure grave au cou, continue de se relever, défiant la mort. Ayrton observe calmement, affirmant que ce genre de blessure ne suffit pas à l'achever. Un doute persiste alors sur la véritable nature de cette créature et sa résistance hors du commun. Ayrton relève le défi avec assurance, prêt à encaisser l'attaque. Sans hésiter, il fonce vers la créature et lui assène un coup puissant en plein torse, déclenchant un choc violent. Ayrton dénonce la défense maladroite de la créature, la jugeant indigne même d'un brave de rang inférieur. La créature, blessée mais toujours combative, se demande si elle a été trop imprudente. Dans un élan de rage, elle contre-attaque en plantant un poignard dans la bouche du héros, lui lançant un défi provocateur. Ayrton est soudainement enveloppé par des flammes intenses. Deux alliés, paniqués, appellent son nom avec inquiétude. La créature blessée, maintenant en feu, pousse un cri guttural en lançant un ordre incendiaire, tandis que le héros reste figé, observant la scène avec une expression grave. Le héros, calme et impassible, défie la créature en lui demandant qui se cache à l'intérieur des flammes, affirmant que le souffle du dragon de feu est bien plus intense. Tandis qu'il avance au cœur des flammes, il cherche à comprendre l'origine de cette présence mystérieuse. Une réflexion s'impose. Les démons n'ont pas de forme physique propre, il doit donc y avoir un humain ayant passé un pacte pour satisfaire ses propres désirs. Le héros, déterminé, décide de toucher les flammes pour identifier la source de ce pouvoir magique. Il s'avance sans hésitation, prêt à percer le mystère qui se cache derrière cette énergie brûlante. Son regard reste fixe, concentré sur cet acte risqué. Le démon, pris de panique, déclenche une explosion destructrice en s'auto-détruisant. Notre héros, surpris mais rapide, prépare une contre-attaque décisive face à cette menace imminente. L'explosion provoquée par le démon secoue violemment les lieux, menaçant de tout détruire sur son passage. Deux alliés, en armure, peinent à maintenir leur position face à la puissance du souffle et commencent à perdre pied. Leur détermination vacille alors qu'elles luttent pour ne pas être emportées par la déflagration. Le héros, entouré de ses deux alliés, concentre toute son énergie pour repousser la déflagration avec une puissante attaque défensive. Leur union crée un bouclier protecteur contre les débris et les ondes de choc. Le sol fissuré témoigne de la violence de l'explosion qui vient de se produire. Le héros, toujours sur ses gardes, cherche à comprendre qui contrôlait la menace. Ses alliés s'inquiètent de son état, constatant ses brûlures, mais il minimise ses blessures en affirmant que ce n'est qu'une égratignure. Malgré la tension, il réaffirme sa promesse de protection envers elle, renforçant leur lien de confiance. Le calme revient peu à peu, Alicia semble apaisée, ce qui soulage le héros. Elle le remercie timidement, montrant une vulnérabilité nouvelle. Soudain, une inquiétude traverse le protagoniste, attirant l'attention d'Alicia qui s'interroge sur ce qui le trouble. Le héros révèle avoir aperçu un cercle de téléportation pendant le combat, suggérant qu'il pourrait les ramener à l'étage supérieur. Ses alliés, surprise, le suivent jusqu'à l'entrée d'une grotte où le cercle magique brille faiblement. Ensemble, ils se préparent à l'utiliser, prêts à poursuivre leur aventure. Le héros sent enfin la puissance magique s'éveiller en lui. Il se concentre désormais sur la recherche du corps principal, déterminé à mettre fin au chaos qui règne dans ce donjon. Sa résolution est claire, il éliminera sans faute la menace qui les oppose.